Où sont les intellectuels français? Les artistes français qui sont dans cette mouvance de contre-culture? Il y en a très peu. À l'heure actuelle, on les appelle les réactionnaires, comment on les appelle? Par exemple, Finkielkraut. Tu vois, des gens comme ça, on appelle les nouveaux réactionnaires. Alors il y a lui, il y a l'autre qui s'appelle je sais plus comment. Bernard-Henri Lévy? Non, pas Bernard-Henri. Philosophe de l'hypermarché mondial. Hein. Il y a Finkielkraut, ils sont 3 ou 4 là. Les nouveaux réactionnaires, on appelle ça, donc ils se positionnent de façon différente parce qu'ils sentent bien qu'il y a une perte quelque part. Bon, il y a Millet, forcément. Comment il s'appelle son prénom? Richard Millet. Et bien sûr. Tu connais Richard Millet. Ah oui. Ouais, voilà, ils sont 4 ou 5. Finkielkraut, c'est quand même un philosophe important en France. Hein? Tu reprends les propos, Charles, d'Heidegger, le combat de l'être est le véritable combat. Ben, bien sûr. Bien sûr. Alors je te laisse expliquer aux auditeurs. Non, mais le combat, sinon c'est toujours un combat extérieur. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le combat de la verticalité, de l'être en soi et de l'estime de soi. Parce que tout à l'heure tu disais, mais alors c'est égoïste. Non, c'est-à-dire avoir une très grande estime de soi et savoir que nous sommes des êtres importants. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et qu'on ne dépend en fait réellement que de soi-même. Et c'est ça que veut dire Heidegger. Le combat de l'être, c'est-à-dire que tout nous empêche pour réaliser cette chose-là. Tout est là pour nous empêcher. Du matin au soir, bon, de la télé, le ceci, le cela. Si l'estime de soi doit s'acquérir par soi, prendre je dirais, cette fameuse hauteur dont tu parles, et que de surcroît, les glissements sémantiques, tout devient de plus en plus flou, et que les repères que l'on avait auparavant sont en train d'être inversés, c'est ça qui est le plus pernicieux dans l'affaire. C'est que voilà, ce qui était blanc devient noir, et inversement. Donc comment est-ce que tu inviterais justement à prendre cette hauteur s'il s'agit de ne plus avoir de repères, d'être dans un flou artistique total et d'avoir, entre guillemets, à demander de l'aide. Mais de l'aide à qui? Vers qui? Vers quoi? Quels seraient, entre guillemets, les repères, les critères qui permettraient de dire, tiens, peut-être que cette personne pourrait m'aider pour essayer de prendre de la hauteur. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Pierre, en arrivant dans l'émission, dans cette antenne, et ben voilà, de toute façon, quand j'ai vu arriver la crise et que je commençais à en parler autour de moi, on m'a dit, oh, celui-là, cet oiseau de mauvais augure. Non, je te dirais pas en savoir davantage. Donc on n'a peut-être pas forcément envie de savoir, parce que de trouver cette estime de soi, Charles, ça implique de mettre le nez dans son caca. Bien sûr. Bien sûr, allons-y gaiement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas trouver de diamant si tu vas pas dans le charbon, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de solution. Là, il faut être capable d'y aller carrément, de prendre des risques et en avant, quoi. Donc les risques, c'est de rencontrer des gens qui peuvent peut-être te donner quelque chose, si tu es capable de le prendre, évidemment. Et donc c'est très compliqué, mais je ne discute pas ça, mais il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il faut mettre les mains dans le charbon. Il faut risquer. Bien sûr. C'est vivre, risquer? Évidemment, c'est vivre, sinon tu t'embourgeoises. Tu te protèges, tu vois, et tu t'enfermes avec des codes, des ci et des là, tu vois. Alors c'est des vraies sortes de prison, ces trucs-là. Bah justement. Mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Alors, ça implique que pour continuer à devenir une marque, il y a le tout sécuritaire qui sera là pour rester dans le cadre, donc de la peur, avec notamment le système de la biométrie, avec Google, donc avoir, on en revient aux réseaux sociaux, l'identité numérique, celle qui permet d'être un avatar de ce que l'on souhaiterait être, qu'on n'est pas forcément, puisqu'on n'est pas en réel, en contact avec la réalité, si je puis dire. Donc c'est pas forcément évident. Comment pouvoir à choisir entre devenir une marque pour soi, pour ses enfants, et en même temps d'avoir peur demain on parle des émeutes tout à l'heure, on a mentionné ça. Parce que si cette sécurité elle a autant de prise, c'est qu'on a peur de perdre ce fameux cadre. Alors certes, ça permet de consommer, mais vu qu'à l'heure actuelle, justement, cette dépression va en grandissant, on constate que les consommateurs, justement, ne vont plus vers voir le médecin, par exemple, limitent de plus en plus les sorties, ne partent plus forcément en vacances, ça s'est surtout vu l'année dernière en 2012, et puis on en vient surtout à regarder ce qu'il y a dans le frigo maintenant. Et là, c'est autre chose. Si le porte-monnaie commence à s'orienter vers, bon, est-ce que je vais pouvoir avoir à la fin du mois suffisamment pour pouvoir payer mes dettes, bien entendu, et puis deuxièmement, avoir de quoi manger dans le frigo.
là, risque, donc, puisque tu parlais de la notion de dépression, d'avoir un choix vraiment à faire. Oui. Marque ou mourir, il faut choisir. Mais d'un autre côté, on pourrait peut-être se dire, mais on n'a pas le choix, j'ai des dettes. C'est-à-dire que la société consommer plus, travailler plus, vise à payer ses dettes. Si j'ai une dette pour un appartement, dette pour juste payer mon loyer à la fin du mois, dette pour payer mes factures, téléphones divers et variés, et manger, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ai pas le choix, je suis obligé de continuer dans le système tel qu'il est, ne serait-ce que pour payer ces fameuses dettes. Donc comment est-ce que je peux quitter la notion de marque alors que je suis là-dedans ? Bon, on s'aperçoit que ce qu'on appelle les révolutions actuellement, du printemps ou de l'hiver, je n'en sais rien, à nous de choisir, en fait c'est que des révolutions de survie, ce n'est pas des vraies révolutions. Ce sont que pour la survie, ce qu'on appelle les révolutions arabes, tout ça. C'est la survie, c'est besoin de bouffer. C'est les émeutes de la faim. Donc on voit bien que plus rien n'a de sens, si tu veux, c'est pas des révolutions, au sens véritable du terme. Voilà ce que je peux te dire. Se dire, je vais faire la révolution pour garder mon travail. On va venir sur la notion du travail, de ce que ça implique dans cette verticalité. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en France ou ailleurs, on manifeste pour garder un travail qui finalement nous rendait dépendants d'un système d'endettement et puis concrètement d'esclavagisme, parce que passer toute sa journée à l'usine à vérifier les pièces ou à faire le geste répétitif à la chaîne, en quoi ça c'est un travail ? Donc manifestation, émeute, mais pour défendre quoi ? Tout ça ? Est-ce que c'est une bonne chose, ça ? C'est le grand génie de Ford. Eh oui, hein. Repris par Chaplin, évidemment. Bien sûr, il faut sortir de tout ça, c'est clair. Mais c'est toujours la survie, c'est toujours la survie. Sauf que là, on touche au travail. Et c'est peut-être l'un des mécanismes tellement bien ancrés dans nos cerveaux qui nous fait de nous des esclaves qu'on a du mal à réaliser. Bien sûr. Bah oui. Mais si tu n'as pas de travail, eh bien tu fais des bijouteries, tu fais des choses comme ça. Et c'est une question de survie aussi. Donc si les gens, il y a de plus en plus de choses de ce type, c'est qu'il y a des raisons. Il faut être très clair. Et il y en aura peut-être de plus en plus. Les gens ont besoin de bouffer, quoi. Voilà. Ouais. Sans compter que tout ce que les hypermarchés peuvent jeter sous prétexte que les dates sont périmées, qui représentent des quantités considérables, bien sûr. Et qu'on met de l'eau de javel dessus pour justement pas qu'on fout dans les poubelles. Moi, ce qui me titille, c'est peut-être que jusqu'à maintenant, ce qu'on a abordé peut paraître logique. On est rentré dans le détail, on a essayé de voir un petit peu les choses sur différents aspects. Maintenant, c'est par rapport à cette notion de travail. Parce que tous ces licenciés de cette fameuse crise économique qui se retrouvent sur le carreau à l'heure actuelle, 30 millions de chômeurs en Europe, tu le disais, 15 déclarés, mais 15 qui vont suivre là dans la future charrette, parce que ça va à une vitesse exponentielle, et qui manifestent, on l'a vu avec les pneus Goodyear, je te remercie, c'est de se dire, ils descendent pour manifester, pour sauver leur travail. Alors qu'est-ce que le travail ? Là je me tourne vers toi, Charles, t'en fais la définition. Pour sauver le patron. Oui, en vérité. Ben oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à une époque, beaucoup de gens disent les patrons c'est des salauds. Et puis on inverse le truc et maintenant on dit il faut défendre le patron. Parce qu'on s'aperçoit de l'importance du patron finalement. Que sans lui on ne peut pas bouffer. Donc il devrait y avoir un respect mutuel. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. C'est que le patron n'est pas vu comme un gros dictateur, etc. Tu vois, et que voilà, et c'est ça qui est important. Moi, je vois plein de jeunes que je connais, tout ça, les patrons. Alors, je leur dis, montez votre propre société, et puis c'est tout. Mais là, il faut avoir le cran pour le faire. Ça, c'est l'objectif final, mais il faut avoir le cran pour le faire. Il faut prendre des risques. Donc, j'en connais peu chez les jeunes. Et par contre, ils gueulent toujours après les patrons. Bon, on est dans un paradoxe tout le temps. Alors, ta question, c'était quoi déjà ? Qu'est-ce que le travail, vu par rapport à cette verticalité ? Le travail, c'est pas... Le travail, comme disait Napoléon Hill, je sais pas si tu connais, réfléchissez et devenez riche, tu vois.
Le vrai travail, c'est de réfléchir. Mais c'est pas, effectivement, je suis d'accord avec toi, si tu tournes des boulons toute la journée, t'as peut-être pas le temps de réfléchir, quoi, c'est clair. Et donc le vrai travail, ça serait ça, de permettre aux gens de réfléchir. Et c'est bon, si tu réfléchis, tu peux quand même trouver des solutions. Si tu réfléchis pas, effectivement, tu fais toute la journée, tu tournes des boulons, ça va être très difficile. C'est clair. Alors je te reprends, Charles, tu nous dis la notion de travail. Aucun travail, normalement, dans le sens, dans le bon sens du terme, si je peux dire, ne devrait être fait sans passion. Il faut de la passion, c'est clair. C'est entreprendre, et entreprendre, c'est créer. Ah oui. Sans passion, c'est pas intéressant. Et dès le moment où on est dans cette création, on est en vie. Mais bien sûr, on est en vie à ce moment-là. Et à ce moment-là, on fait quelque chose que l'on estime et qui nous amène à devenir un peu créateur, disons. La qualité plutôt que la quantité. Comme disait Guénon, effectivement. Je reviens sur cette digression qui s'est faite petit à petit sur nos aïeux, ça remonte pas à loin. La Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? C'est 60 ans, un peu plus de 60 ans en arrière. C'est hier. Donc, de ces valeurs qui ont été normalement transmises en l'espace de 3 générations, comment, en l'espace de 60 ans, 3 générations, on en est venu à garder des choses, à prendre conscience de la valeur des choses, de notre nourriture, de la qualité, mais en même temps de la préciosité d'avoir une orange à Noël dans le temps, alors qu'aujourd'hui, voilà, ça dégueule littéralement de partout quand on voit les fêtes de fin d'année, et puis de ne pas prendre conscience de la valeur des choses. Comment en 3 générations a pu-t-on perdre ce qui est essentiel, puisqu'on parle d'inversion des valeurs? Charles, comment tu l'expliques, toi? Je ne me l'explique pas, mais disons, ça fait partie de ce qu'on appelle cette évolution, etc. Et je pense que beaucoup d'éléments sont entrés en jeu. Bon, bien sûr, ces dernières années, surtout les ordinateurs, etc., tu vois, tous ces engins-là. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, les gens avaient besoin, je sais pas, de connaître plus, de se développer, je ne sais pas, alors ils mangeaient plus de viande, etc., tu vois. Et donc petit à petit, on leur a montré la machine à laver, le ci et le là, et puis voilà. Moi j'ai connu dans les villages en Corse où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni rien. Et puis tout le monde se réunissait chez l'un et chez l'autre, c'était formidable. Pourquoi tout à coup après ils ont eu la télé? Alors le mec qui avait la télé, il montrait aux autres qu'il avait la télé, donc il allait plus chez les uns et les autres. Enfin, alors je ne sais pas si ça a été fait volontairement, je ne suis pas capable de le dire. Et pour séparer la convivialité, etc. Et puis la cigarette, peut-être pareil pour les cafés, je ne sais pas. Toi, tu fumes plus, donc pas de problème. Mais moi, je fume, et donc je sais que je ne peux pas fumer dans les cafés. Donc, c'est pas la cigarette, on en a rien à foutre, mais c'est la convivialité qui est importante et qu'on empêche. Ah oui. Moi, quand j'avais connu Saint-Germain-des-Prés à un certain moment, on ne peut pas imaginer Sartre de Magot ou d'autres, etc., que je voyais qui n'avaient pas la pipe et qui ne pouvaient pas fumer, tu vois. Mais maintenant, on a estimé que c'est une... Voilà. Donc, c'est très compliqué, tout ça, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est le devil, comme disaient les Anglais, qui fonctionne, je n'en sais rien. Mais enfin, c'est clair. En fait, donc si après, on est dans 84, on est dans le meilleur des mondes, Huxley, etc. Moi, mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient ces visions-là. Maintenant, est-ce que c'est voulu dans l'espace? Je ne sais pas. Pas dire.